Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui peut toucher n'importe qui et dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Les relations toxiques, c'est tout de suite. Entre 10 et 20% des relations humaines seraient considérées comme toxiques pour au moins l'une des deux personnes, un chiffre qui montre l'étendue de ce phénomène. Comment reconnaître une relation toxique et comment s'en libérer? Marion Girard, psychologue clinicienne, répondra à toutes nos questions. Et à la fin de cette émission, Chavi nous rejoindra pour nous proposer un quiz. Bonsoir Marion Girard. Bonsoir. Alors, on entend souvent cette expression relation toxique, mais c'est quoi une relation toxique ? D'accord. Alors déjà, avant de la décrire, simplement vous dire qu'on peut être amené à traverser des relations toxiques dans tout type de milieu, socio-économique, culturel, ainsi que dans toutes les sphères de la vie. Alors là, ça peut être la sphère professionnelle, la sphère personnelle, amicale, familiale, sociale. Donc déjà... Parce que c'est vrai quand on l'entend relation, on pense tout de suite à couple, mais ça peut être vraiment partout, quoi. Autant de travail qu'en amitié, par exemple. Voilà, en amitié, en famille. Oui. Il arrive qu'on puisse avoir, en tant que parent, une relation toxique avec son enfant. Ça peut être ponctuel ou plus durable. Et qu'un enfant éventuellement soit toxique pour son parent. Ça, c'est encore un sujet qui fera peut-être l'objet d'une autre émission. Oui. Et on va développer donc cette notion de relation dans un couple ce soir. Ce sera particulièrement dans une relation toxique dans un couple. Quels sont les signes qui doivent m'interpeller que je suis dans une relation toxique ? D'accord. Alors déjà, peut-être définir le terme relation. Pour le faire rapidement, souvent en psychothérapie, moi j'ai coutume de dire que je ne suis pas la seule, que 1 + 1 = 3. Non que je ne sache pas très bien compter, mais la relation, c'est-à-dire 2 personnes plus le lien, la relation qui les unit. Donc ça fait 3. Voilà. Après, en ce qui concerne la question de la toxicité, en fait, on peut dire qu'il y a différentes... tout dépend en fait de la notion d'emprise, c'est-à-dire de l'influence que la personne peut avoir ou pas sur nous, sur notre personne, quand on est dans une relation avec une personne. Pour le dire rapidement, être dans une relation toxique, c'est finalement perdre la liberté d'être soi-même. Voilà. Quand je perds la liberté d'être moi-même avec quelqu'un, on peut imaginer que soit que j'entre, soit que je suis, peut-être depuis un petit moment, où je prends conscience que je suis dans une relation, donc le contraire de toxique, ça pourrait être une relation qui n'est pas bénéfique pour moi. Donc le contraire d'une relation toxique, ça pourrait être une relation respectueuse, une relation saine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Voilà, une relation bénéfique, bonne, équilibrante. Voilà, pour chacune des 2 personnes. Voilà. Et concrètement, par exemple, dans un couple, comment je me sens pas libre, mais dans la vie de tous les jours ou ponctuellement, qu'est-ce qui se passe pour que je me dise, ok, là, je suis dans une relation toxique. Alors ça, c'est pas toujours facile à percevoir, mais il peut y avoir des petits signes. Des petits signes, ça peut être quand je suis face à quelqu'un qui me... alors là, il y a un outil que vous pourrez transmettre, c'est ce qu'on appelle le violentomètre, qu'on utilise beaucoup, alors plutôt avec les jeunes filles, mais il s'agit pas par là qu'on pense que les relations toxiques ne sont que le fait de garçons ou d'hommes envers des femmes. On peut tout à fait retrouver des personnes, des femmes ou des jeunes filles qui sont toxiques pour leur conjoint ou leur compagnon. Voilà. Mais le violentomètre, par exemple, permet un petit peu de resituer, de mettre en lumière voilà, à quel niveau j'en suis, au niveau du... Est-ce que c'est une relation qui m'apporte du bien-être ou est-ce que c'est une relation qui me met en danger, par exemple. Et je sais que j'ai entendu parler, parce que ça aussi, relations toxiques dans les médias... on en entend parler, je pense, pratiquement, assez souvent. On parle de cycle. Comment ça se passe ? Pourquoi la personne, ou femme ou homme, continue à rester
Alors ça justement, puisque vous parlez de cycle, ça peut me faire vous parler de ce qu'on appelle le cycle des violences, ou ça s'appelle aussi parfois le cycle des violences conjugales. Ce cycle-là donc se passe en 4 temps, se passerait. Alors la bonne nouvelle, si on parle de cycle, c'est que c'est un modèle, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, ça veut dire que si vous retrouvez dans ce cycle-là, ça veut dire que vous n'êtes pas seul. L'autre bonne nouvelle, ça veut dire aussi que s'il y a un cycle vicieux, un cycle dans lequel on est en souffrance, il y a toujours la possibilité d'en sortir. Donc ce cycle-là passerait par 4 phases. Le premier temps, on pourrait dire schématiquement que ça peut être le temps de la rencontre, c'est la lune de miel. C'est ce temps-là où tout se passe pour le mieux. Si on entre dans une relation toxique, ça pourrait être une période de lune de miel un peu plus particulière, où il y a peut-être plus de séduction, donc plus de... la personne se montre sous son meilleur jour, et peut-être même plus que ça. Ensuite, le deuxième temps du cycle des violences, c'est le temps, on appelle ça de la montée des tensions. Donc un temps où il commence à y avoir un petit peu d'agressivité comme ça dans l'air, bien souvent de la part d'une des deux personnes. Et le troisième temps, ce serait le temps des violences en tant que telles. Alors je dis bien violence au pluriel parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de violences. Je vais peut-être les énumérer maintenant. Allez-y. Donc il y a les violences physiques, sexuelles, les violences verbales, ce qu'on appelle les violences psychologiques. Il y a aussi le harcèlement moral. Et encore ce qu'on peut appeler les violences économiques ou financières. Donc il y a différents types de violences. Donc suivant le type, et dans ces différents types de violences, il y a différentes intensités possibles. Par exemple, un exemple qu'on oublie souvent, là je le ferai pas, mais quand on tape du poing sur la table, par exemple, il s'agit d'une violence physique. Voilà. Si je casse quelque chose face à quelqu'un quand je suis en colère, eh bien, je suis déjà dans une forme de violence physique. Sans l'avoir touché. Sans l'avoir touché. Je casse quelque chose, c'est d'une certaine manière, je laisse penser à l'autre de ce qui pourrait advenir si mon bras retombait sur elle. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on ne sait pas souvent. Moi, la première, qui suis d'origine du sud de la France, où on a beaucoup de gestuels assez... j'ai appris tardivement que ça pouvait être conçu comme une forme de violence. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des violences économiques. Concrètement, c'est quoi? Il s'agit de quoi exactement? Les violences économiques, on peut les retrouver quand il y a une dissymétrie dans le couple, c'est-à-dire qu'une des deux personnes gagne mieux sa vie, par exemple, que l'autre, voire même une seule des deux personnes travaille. Et là où ça peut devenir toxique, c'est justement s'il commence à se mettre en place une sorte de chantage ou de manipulation, et que la personne, par exemple, qui gagne de l'argent, n'accepte d'en donner à l'autre que si elle obtient certaines choses. Ou si elle empêche de travailler aussi, ou de gagner sa propre... Effectivement, propre vie, aussi. Donc ça, exemple. c'est déjà une forme de haine. Elle empêche la personne. Alors, tout dépend aussi. Peut-être, il y a des personnes qui ne souhaitent pas travailler, donc c'est très bien. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent avoir une activité en dehors du foyer. Et effectivement, empêcher l'autre de travailler s'il le souhaite, ou d'avoir une activité à l'extérieur de la maison, c'est une forme de violence. Un empêchement, en tout cas. Avant de poursuivre, je vous propose de regarder ce témoignage. Il s'agit d'Éric. Il a bien voulu nous confier de manière anonyme une petite partie de son histoire. On l'écoute. J'étais dans une relation qui a duré 7 ans. Pendant ces 3 premières années, moi je donnais beaucoup. J'étais à fond, j'étais là toujours essayer de faire plaisir. Mais elle soufflait le chaud et le froid. Donc du coup, un coup tu dis tu vas avancer, un coup tu recules, après tu... Et du coup ça maintient la relation. Et j'ai oublié, j'ai pensé à elle, et à son entourage aussi pour elle. J'étais pas moi-même, je me sentais mal moi à l'intérieur, mais j'avais de l'espoir qu'un jour ça sera bon, quoi. Il y a des fois où elle m'a humilié, voilà, devant ses proches, où elle m'engueulait devant eux, elle se sentait forte. Donc du coup, moi,
je disais rien, mais à l'intérieur, ben, j'étais pas bien, quoi. Voilà. Elle me faisait sentir moins bien, déjà, et aussi inférieur par rapport à son ex-mari, par exemple. Et elle me faisait un peu culpabiliser, quoi. Marion Girard, là, on entend Eric, il n'y a aucun coup, et c'est une relation toxique. Alors, il y a tous les éléments. Effectivement, Eric, d'ailleurs, quand il le dit, il parle d'une personne qui souffle le chaud et le froid. Donc, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé du côté chaud, le côté, dans un premier temps, séducteur, séducteur, valorisant, peut-être parfois un peu trop. Et souvent, quand on est dans une relation toxique, il va y avoir le deuxième temps où des alternances avec ce qu'on va appeler plutôt quelque chose de froid, dans le sens plus d'humiliation, Eric le dit, de dévalorisation, mais avec quelque chose de tout à fait inattendu. Vous voyez, c'est-à-dire comme si il y a plusieurs images qu'on peut utiliser par rapport à ça. Ça peut être... alors, des fois, moi, j'ai des patients qui me disent qu'ils se sentent piégés dans cette relation-là, parce que finalement, il y a l'image... Ça peut être l'image de la toile d'araignée. Quelqu'un qui est profondément toxique pour une autre personne peut, dans un premier temps, être du côté du chaud, c'est-à-dire tisser un petit peu une sorte de toile qui pourrait être presque un cocon à certains moments, mais en même temps, quand ça se referme sur la personne et quand il prend le pouvoir sur cette personne, c'est la personne à ce moment-là se sent plus dans une toile d'araignée dans laquelle elle ne sait pas se sortir le moment venu. Donc il y a cette image-là. Et l'autre image que j'utilise assez souvent, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs là sur le territoire, donc ça va leur parler, c'est l'idée du hameçon. C'est comme si quand on était sous l'emprise de quelqu'un, on était hameçonné par la personne. Et le hameçon, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai eu l'occasion de voir des personnes se planter un hameçon dans le doigt notamment. Le hameçon, ça fait mal quand on se le plante et ça... On ne peut pas l'arracher n'importe comment. Il faut en général un professionnel qui puisse ouvrir, puis retirer le hameçon. Donc il y a aussi cette idée-là. Donc pour l'idée de se protéger d'une relation toxique et après de s'en défaire, c'est aussi douloureux. Voilà. J'ai lancé un appel à témoins. On m'a tous dit, tu n'auras pas de mal à trouver autour de toi, tu verras, il y a du monde. Pourtant, il n'y a aucune personne qui n'a souhaité témoigner face caméra. J'ai compris que pour certains, leur histoire, elle n'était pas... ils m'expliquaient que leur histoire n'était pas assez grave pour témoigner. Ils avaient presque du mal à trouver c'est quoi la toxicité dans leur couple. Comment vous l'expliquez ? Alors, comment on l'expliquait, comment on l'évalue, cette toxicité ? Oui, pourquoi les gens, peut-être qu'ils n'arrivent pas à définir que leur relation, elle est toxique. Parce que là, il est resté 7 ans, Eric, et pourtant, c'est au bout de 7 ans qu'il a pu partir. Alors, parce qu'on peut y revenir. D'ailleurs, j'ai pas fini tout à l'heure le cycle des violences conjugales. On parlait de 4 temps dans les violences dans le cycle des violences. Le 4e temps, c'est après les violences, ce temps-là de justification, qui est bien décrit par Eric, c'est-à-dire qui parle de culpabilité, il se sentait coupable. La justification, c'est une personne qui pose un acte violent et qui dit à l'autre, mais si tu n'avais pas fait ceci ou tu n'avais pas fait cela, je n'aurais pas été violent. Je donne souvent l'exemple d'un couple au cours qui déjeunent par exemple ensemble, et puis l'habitude c'est que madame fasse réchauffer le café ou le thé, tout dépend, pour monsieur ou voire pour toute la famille, et puis quand monsieur se met à table pour déguster son café, le café est froid. Donc ça, c'est un exemple. Et monsieur va mal réagir. Il peut mal réagir de plusieurs manières suivant le stade où le couple en est. Il peut une première fois dire juste le remarquer. Il peut par la suite, quand les choses s'aggravent, éventuellement pousser violemment sa tasse de café en disant à sa femme avec mépris qu'elle n'est même pas capable de lui faire chauffer son café. Par exemple, ça c'est de la violence. Voilà. Et c'est avec une forme de justification qui est de si tu n'avais pas mal fait, j'aurais pas fait cet acte-là. Donc c'est une manière pour l'auteur à ce moment-là de l'agression, de se justifier et de culpabiliser la personne qui est à ce moment-là agressée ou victime. Ça dépend, on peut l'appeler de différentes manières. Alors là, je suis devant la télé, je vous regarde et je me dis, là, je suis dans une relation toxique, qu'est-ce que je fais ?
Alors, déjà, si j'en prends conscience, c'est la première étape. Voilà. Et la prise de conscience, elle peut prendre beaucoup de temps. On peut aussi parfois prendre conscience brièvement, et puis c'est juste ce qu'on va appeler un temps, une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre, et puis on se referme parce que pour plein de raisons, c'est compliqué d'avancer dans cette prise de conscience. Il y a plusieurs manières de faire. La première, je dirais, c'est déjà ne pas rester seul, oser en parler. Oser en parler soit autour de soi, peut-être à une amie, un ami, éventuellement un professionnel. Pour les jeunes, ça peut être à un prof, pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Ça peut être un copain, un cousin, un membre de la famille, quelqu'un qui peut avoir une écoute. Donc déjà, pas rester seul avec ça. Si on n'a personne, si on n'identifie personne autour de soi, la consigne, la proposition sur le territoire, sur tout le territoire, c'est d'appeler le 05 30 30. C'est le numéro de SOS Écoute. Donc c'est numéro gratuit, confidentiel, anonyme, qui peut vraiment être un premier pas pour vous orienter et réfléchir, et puis déposer votre parole. Déjà, partager et être entendu avec bienveillance, non-jugement, respect de là où vous en êtes à ce moment-là. Et ensuite, on peut voir peut-être un professionnel, ou comme vous, par exemple, vous recevez des personnes dans votre cabinet? Oui, tout à fait. Alors, donc moi, je suis psychologue en libéral la plupart du temps. J'ai aussi une activité en institution sur Bourail, en collège-lycée. Donc, il y a tout à fait la possibilité de consulter. Alors, les CMP, les centres médico-psychologiques aujourd'hui ont beaucoup d'attentes. Donc, il y a un autre dispositif sur la Nouvelle-Calédonie, en tout cas la province sud, ça s'appelle le dispositif PEPS, permanence d'écoute. Une permanence d'écoute qui est proposée dans, si je ne me trompe pas, la plupart des maisons de quartier aujourd'hui. Donc c'est aussi la possibilité d'être reçu là gratuitement par des psychologues, par contre sur rendez-vous à ma connaissance. Là j'ai un petit doute. Je vais vous proposer d'écouter un autre témoignage, c'est celui de Sandra. Au début, c'était les étoiles dans les yeux, quoi. Quand on commençait à se chamailler et tout, et moi je faisais tout mon possible pour éviter cela. Pendant ces 5 dernières années, quand j'étais avec lui, mais j'étais plus moi-même. Je vivais pour lui, pour le satisfaire lui, mais pas moi. J'avais droit à t'es pas une bonne maman, devant mes enfants, il me rabaissait. Votre mère, elle sait pas faire ci, elle sait pas faire ça. Depuis qu'on est séparés, c'est vrai que les 3 premiers mois, c'était dur. Le côté positif dans cette séparation, c'est que je me suis retrouvé moi, j'ai retrouvé ma famille, et ma famille, pendant 15 ans, je ne les ai pas vus. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ok, tu peux être en couple, mais cette personne-là, elle n'a pas le droit de te priver de voir ta famille. Donc là, on vient d'écouter Sandra. Le risque dans une relation toxique, c'est de retomber sous l'emprise de l'auteur. Comment ne pas retomber dans cette relation ? Alors, c'est toute la difficulté, parce que je vous ai décrit là tout à l'heure ce fameux cycle de violence conjugale. Donc, ce qui est décrit dans la littérature, et depuis maintenant 20 à 40 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, c'est effectivement toute la difficulté. On y revient, de la prise de conscience, ensuite de poser des actes, parce que pour en sortir, il faut en prendre conscience, et ensuite il faut poser des actions. Les actions en question, c'est celles qu'on a déjà citées, mais c'est aussi, par exemple, oser la distance, ne pas accepter qu'on nous coupe de liens importants pour nous. C'est finalement oser la distance avec la personne, là en l'occurrence c'est le compagnon de Sandra, le père de ses enfants aussi. Donc prendre de la distance à la fois physique et puis affective, émotionnelle. C'est s'autoriser à, par exemple, aussi, si là, son compagnon, par exemple, a insisté aussi pour qu'elle reste bien ancrée dans sa place de mère, par exemple, c'est aussi pour une femme, par exemple, faire savoir à la personne qu'elle est à la fois une femme, une mère, peut-être une fille, une épouse aussi, mais aussi qu'elle a des frères et sœurs
et des amis éventuellement. Donc c'est une relation toxique, c'est une relation qui enferme, c'est une relation qui abîme. On a un temps, parce que là j'ai l'impression quand j'entends les personnes, tous ces témoignages, ça s'étend vraiment dans le temps. Quand on s'en sort définitivement ou on se remet... est-ce qu'on a un profil de personne qui se remet tout de suite à revivre une autre relation toxique comme ça? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toute personne peut être amenée à un moment donné dans sa vie à entrer dans une relation, à être sous emprise. Ça, aujourd'hui, il y a un article relativement récent d'une psychologue dont le nom m'échappe, qui me reviendra, qui décrit vraiment ça après une 40aine d'années d'expérience, que vraiment ça dépend pas de la... Il y a des auteurs, on va dire, au niveau de la psychopathologie des auteurs, ça peut être assez ciblé, des auteurs de violence éventuellement, mais au niveau de la psychopathologie des victimes, vraiment, rien n'est... ça peut être vous, moi, toute personne bien ancrée, bien souvent même des personnes qui ont plutôt une bonne image d'elles, qui sont assez solides, même qui paraissent fortes et qui peuvent se retrouver dans une forme de soumission à l'autre dans une relation affective. Alors on approche de la fin de cette émission. Merci Marion Girard d'avoir accepté notre invitation. On garde en tête le numéro de SOS Écoute si les personnes voudraient se retourner ou vers les CMP ou vers les professionnels de santé. On ne se quitte pas tout de suite et on accueille Chavi et son quiz. Chavi, bonsoir. Ça va, Falaï? Ça va très bien. Bonsoir. C'est le quiz. C'est le quiz. Vous êtes prête? 3 propositions à chaque fois. Voilà, on essaye de répondre avec cette première question où on va parler de la métropole et des divorces notamment. En France, la femme est celle qui prend le plus souvent la décision de divorcer. Vous le saviez? Quel est le pourcentage de divorces orchestrés par une femme? Est-ce qu'il s'agit de 55%, petit A, petit B 65% ou petit C 75%? Moi, je dirais 65. 65 pour Falaï. Et moi, 55, 1 sur 2. Et 55, et vous avez tous les deux faux, c'était le 75% pour les filles. Ouais, 75% des divorces sont donc menés par... Ouais, bien joué le petit effet sonore. Quelle est la première cause de divorce en France? Alors là, c'est assez large. On a soit petit A, l'infidélité, petit B, l'implication des beaux-parents. Je croyais que tu allais réagir. Et petit C, le mauvais caractère. Je sais pas trop. Moi, je penserais à l'infidélité. Moi aussi. C'est l'infidélité, bien sûr. C'est l'infidélité qui arrive première. Bon, ah, mais oui, mais on a les effets et tout. Je vais vous parler des Mosso maintenant, un peuple très intéressant, une des dernières sociétés matriarcales. Où vit ce peuple? Est-ce qu'il s'agit de la forêt amazonienne, des montagnes de l'Himalaya ou de la savane africaine? Les Mosso, dernière société matriarcale. Je pense avoir vu ce reportage. Ouais. Mais alors, pour dire, je sais pas, peut-être, je pense pas que c'était dans les montagnes. Je sais pas. Alors, attendez. Les Mosso. Mais vraiment par... Forêt amazonienne, montagne de l'Himalaya ou savane africaine? Je veux dire la forêt amazonienne. Intéressez-vous aux Mosso, elles sont dans les montagnes de l'Himalaya. Quelle société impressionnante. Moi, j'allais dire la savane. Avec de vrais beaux principes. Allez, quel est le temps minimum qu'il faut attribuer à un câlin pour qu'il soit bénéfique? On va finir sur cette bonne note. Un câlin à son enfant, un câlin à sa femme. Combien de temps pour qu'il soit bénéfique? Est-ce que c'est 10 secondes, 1 minute ou 5 minutes? 1 minute. Ouais, je dirais pareil. Eh bien, c'est 10 secondes. Faites plein de câlins, messieurs, dames. Il y a de la libération d'ocytocine, le plaisir, et c'est très important pour la santé. Merci d'avoir joué. Merci, Chavi, de nous avoir posé toutes ces petites questions. Merci, Marion Girard, pour toutes ces informations. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.